Merci d'être avec nous pour ici l'entretien, notre émission hebdomadaire. Je reçois aujourd'hui le député Rachid Saad, élu à Aley et membre du bloc du Rassemblement démocratique. Bonjour Rachid Saad. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. On a de très nombreux sujets à voir avec vous aujourd'hui, en commençant par l'actualité tout à fait récente, la nomination de l'ancien ambassadeur Simon Karam, ancien ambassadeur du Liban à Washington, à la tête de la délégation libanaise dans le cadre du mécanisme. C'est une décision historique du président de la République de nommer un civil afin de discuter avec les Israéliens. Est-ce que c'est un premier pas vers des négociations qui peuvent mener vers la paix? Premièrement, il faudrait déjà qualifier la décision de courageuse. C'est une décision très courageuse de la part de notre président, évidemment qui a été épaulée par la deuxième et la troisième présidence aussi, et que c'est un énorme pas pour récupérer la souveraineté du Liban. Que ça ramène, que la finalité soit la paix. La finalité est toujours la paix dans n'importe quelle négociation. Mais le principal, c'est de négocier aujourd'hui. Le principal, c'est de commencer des négociations, que ce soit des négociations pour pouvoir arriver à récupérer, de se battre pour les intérêts du Liban. C'est ça le point principal. Mais il faudrait noter on va dire, le caractère très courageux de cette initiative qui devait être prise. C'était difficile avant. Aujourd'hui, vu le contexte international, c'est... Et tout le monde a salué cette décision. Tout à l'heure, l'ambassadeur américain, le nouvel ambassadeur américain, Michel Issa, a salué le courage du Liban et d'Israël en engageant le dialogue. Donc, tout concourt vers peut-être quelque chose de positif très bientôt. De toute manière, il faut commencer à avoir un dialogue, il faut commencer à négocier, il faut voir où ça peut aboutir. Après, tout est aux négociations et de voir qui négocie dans les négociations où on peut aboutir. Et puis après, de faire un jugement par rapport au déroulement des négociations. Mais le départ est toujours par rapport à des négociations. Alors, la veille de cette nomination, le pape avait dit les armes, juste avant de monter dans l'avion, il avait dit les armes détruisent, les négociations construisent. Sa visite a été un catalyseur manifestement et c'est un soutien clair au président de la République et à son initiative. Certainement que la visite du pape est un énorme support, un support moral, un support spirituel et même un support diplomatique par rapport à, on connaît le titre de la visite, c'était la paix était prépondérante, c'est le titre principal, et que Béni soient les faiseurs bénis de soient les paix. faiseurs de paix, mais que de toute manière, nous Libanais, on a l'expérience que c'est pas par les armes que la solution pourrait arriver. Ah ben, ça n'a jamais réussi. On a vu, ça n'a pas réussi. Et le Hezbollah devrait réaliser lui-même, d'ailleurs, que ce n'est pas la voie de la résolution de tous nos problèmes et des conflits et de pouvoir récupérer notre souveraineté finale et de pouvoir travailler, œuvrer dans les intérêts du Liban, sont à travers des négociations. Alors demain, l'émissaire américaine Morgan Ortagus vient au Liban aussi pour consacrer cette initiative d'une certaine manière. Je pense que c'est un travail qui a été fait en amont, certainement. Je ne pense pas que la visite est planifiée temporellement par rapport à la nomination ou la visite du pape, mais qu'il y avait quand même un travail qui a été fait en amont en disant qu'il faudrait arriver à pouvoir à entamer une négociation et qui soit parrainée ou chapeautée par un civil. Le Premier ministre, lui, de son côté, a dit le Hezbollah doit rendre ses armes tout en estimant qu'il ne s'agit pas de négociation de paix. Comment interpréter cette phrase? Un pas en avant, un pas sur le côté? Enfin, je dirais oui, ça allait un peu dans tous les sens, on va dire. Il faudrait dire que ça ressemble un peu à notre Premier ministre et à sa façon de faire, mais quelque part, il est peut-être d'origine pas politicien et qu'aujourd'hui il est dans la politique et c'est une façon de réagir peut-être ou un manque d'expérience. Mais par ailleurs, ce qu'on pourrait dire, c'est ou personnellement je pourrais assurer qu'au moins, oublions la forme, que dans le fond, le Premier ministre soit très solide, de même Que le président du Parlement. le président du Parlement et surtout le président de la République, soit C'est son très initiative, solide par après tout. rapport à le monopole des armes pour l'État et de récupérer la souveraineté Alors, libanaise. alors comment le Hezbollah va-t-il réagir à ce coup de tonnerre? Est-ce qu'il va remettre ses armes? Ça semble utopique un peu.
Enfin, je ne sais pas si utopique ou pas, mais si j'étais si j'étais conseiller du Hezbollah, je l'aurais Que conseillé Dieu vous de en faire. préserve. Oui. Oui, je l'aurais conseillé. Non, on a toujours le droit de conseiller, même si sans être nommé en tant que conseiller. Mais je conseillerais au Hezbollah de le faire. La tendance internationale est là, le message international est là, le message du pape le prouve aussi. Il y a toute l'approche qui est la paix au Moyen-Orient. C'est une initiative de paix et qu'aujourd'hui, en essayant la guerre, ce qu'ils ont essayé, eux, de leur côté, et d'ailleurs sans demander l'avis du reste de la population libanaise, mais en prenant cette décision, en allant vers la guerre, ils sont quand même allés vers la guerre et ils ont vu le résultat de la guerre. Et qui a payé le prix le plus fort, c'est les habitants du Sud actuellement, et c'est surtout la communauté chiite, pas que la communauté chiite, évidemment, c'est le Liban entier, que ce soit économique ou d'infrastructure, etc., mais que la communauté chiite a payé un prix très lourd. Et pour quel intérêt? Aucun intérêt. Et qu'aujourd'hui, tout l'intérêt est de se mettre derrière cet État. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait au moment le plus difficile pour eux, le 27 novembre, si je ne me trompe pas de la date, 2024, oui. Où ils se sont mis derrière l'État. Ils ont demandé à l'État de négocier. C'était une négociation qui a été faite pour le cessez-le-feu. Donc, voilà, quand ils sont dans une situation qui est très difficile, ils demandent à l'État de négocier. Après, ils disent non, on ne veut plus, on n'accepte pas que l'État négocie. Le problème de poids de mesure, de poids de mesure et de reporter le problème à plus tard. Non, le problème est aujourd'hui. On ne peut plus reporter. Il y a des dates butoirs. La date butoir de la fin de l'année en est une par rapport au sud de l'Italie. Et donc, il y aura le nord qui viendra juste après. Il faut prendre ses responsabilités. Le Hezbollah devrait se mettre face à ses responsabilités et comprendre qu'il devrait remettre ses armes. Le problème, c'est que le Hezbollah prend ses ordres de Téhéran et que s'il s'enferme dans cette logique de « je ne veux pas rendre les armes, sinon c'est Kerbala », on va soit vers une confrontation générale et dans le meilleur des cas, s'ils écoutent tout le monde, vers une remise des armes de manière diplomatique. On demandait à tout le support de Hezbollah et tout le monde, est-ce qu'ils veulent vraiment que ce soit l'Iran qui négocie? Et en plus, il faut revenir au point, que l'Iran négocie. Donc, c'est permis à l'Iran de négocier, qui est le chef suprême par rapport, ou la hiérarchie par rapport à Hezbollah. C'est permis pour eux de négocier, mais ce n'est pas permis à l'État libanais. Non. Toujours. Voilà, ça ne peut plus. Cette histoire, cette dialectique ne peut plus continuer. L'État libanais peut et a le droit et devrait négocier. C'est dans l'intérêt du Liban. Tout ce qui est dans l'intérêt du Liban, il faudrait pouvoir appuyer n'importe quelle initiative. Et cette initiative est dans l'intérêt du Liban. On passe à un autre volet qui intéresse tout le monde, les finances. Vous êtes membre de la commission des finances et du budget. On a l'impression qu'une partie du gouvernement libanais est d'accord avec l'approche du FMI sur le gap law, ce qu'on appelle la loi sur le trou financier, à savoir simplement faire porter aux déposants et au système bancaire les dettes, les pertes, appelons-le comme on peut, tout en exonérant l'État qui, lui, a dépensé cet argent de ses obligations. Vous faites partie de ceux qui s'opposent à cette façon de voir les choses et de faire. Enfin, c'est pas une question, je ne définirais pas ça en tant que clan. Je dirais plus en tant que... C'est pas une question de clan, on ne prend pas une position par rapport à un clan, c'est une position de principe. Pour le Liban. De principe. Pour la justice, en général. Oui. Il y a quelqu'un qui a dépensé cet argent, qui a pris l'argent, il y a une question de justice. La personne ou l'entité qui est, de ce fait, l'État, qui a pris tout cet argent ne peut pas se dire, voilà, j'ai des dettes, et comment fermer les dettes? On va le prendre. Ce n'est pas une écriture comptable. On prend l'argent des déposants pour fermer la dette et pour recommencer à nouveau, pour avoir comment on appelle ça, un balance sheet qui soit neuf, etc. Ce n'est pas la façon de faire et pouvoir dire. La façon de faire est une façon qui doit être moins loin du populisme et plus dans le réalisme quelque part et aussi dans la responsabilité. Aujourd'hui, je suis un grand défenseur de l'économie libérale d'une part et d'autre part de la justice et de l'équité par rapport à tout concept de finance et d'économie où on ne peut pas faire payer aux gens qui, eux, ne sont pas responsables sans faire payer les responsables directement. Il va y avoir une division de responsabilité. C'est ce que vous préconisez. Certainement. Mais pour revenir au point du FMI, ils ont toujours été dans une dialectique et on comprend parce que leur job est d'avoir des résultats. D'afficher des résultats, en tout cas. D'afficher de bons résultats. C'est leur job. Par contre, nous, c'est l'équité et c'est de comment gérer pour la suite la population libanaise et l'intérêt du peuple libanais. Aujourd'hui, sur papier, certainement, de fermer toutes les dettes de l'État, de recommencer à nouveau en oubliant ce qui s'est passé, certainement pourrait ramener un résultat sur papier qui est bon. Mais on dirait à quoi à tous ces gens ? Et futurs investisseurs. Voilà. Peut-être que les résultats seront bons pour les 6 prochains mois, pour une année.
parce qu'il n'y a plus de dette et que les gens soient intéressés par un pays qui, soi-disant, assainit sa position financière. Mais qui aura confiance au Liban et à investir au Liban et remettre l'argent dans une banque libanaise, quelle qu'elle soit, si on va dans cette direction? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, et qui a toujours été notre point, et d'ailleurs, la position du Fonds monétaire international a énormément changé depuis. Du premier jour où le Fonds monétaire international est arrivé jusqu'à aujourd'hui, grâce à cette opposition au plan initial, il a commencé à changer petit à petit, en tout cas leur position. Le plan passe tout à fait, mais leur position dans tous les meetings ou dans toutes les négociations qui se passent et les réunions, ils ont changé, ils ont eu un assouplissement par rapport à leur situation parce qu'ils ont découvert la réalité des choses. Et la réalité principale, elle est là. Goldman Sachs, dans une étude, l'a sorti de la réalité principale. Aujourd'hui, ils se basent sur la dette par rapport au PIB, le ratio, etc., pour qu'il y ait un avenir pour le pays. Je comprends. Mais quel est le niveau de la dette? Et quel est le niveau du PIB? Pour revenir à quel est le niveau de la dette? Si on continue encore, il y a une autre guerre, où la guerre s'éternise un petit peu, quelques mois en plus. C'est combien de milliards de dollars de pertes? Cette perte, elle va en dette. On ne peut pas venir et se retrouver dans un pays aussi instable, sécuritairement, qui est en pleine guerre, d'ailleurs, en pleine confrontation, dans la situation dans laquelle on est, et dire, voilà, on va faire une résolution économique ou plutôt financière par rapport à l'argent des déposants et des banques. On va prendre tout l'argent des déposants, on va fermer toutes les dettes. Et puis, durant l'année prochaine, si ça continue, on accumule plusieurs milliards de dollars de dettes. Et qui les paiera? Il n'y aura plus l'argent déposant. On fera quoi? On ira vers l'or. Et on ira vers votre appartement, l'appartement des gens, ou les biens des gens, ou les terrains des gens. On fera quoi? On aura tout écoulé. Et vous sentez qu'il y a une écoute quand vous développez ces idées-là ou ces craintes? Il y a plusieurs points de vue. Il y a parfois des gens qui écoutent, parfois des gens qui s'entêtent. Il y a, comme on dirait, un petit groupe au gouvernement qui, quelque part, aussi fait une norme, comme on fait une résistance à l'injustice, eux font une résistance à vouloir continuer dans cette direction. Que ce soit des gens à l'intérieur du gouvernement ou parfois des satellites autour du gouvernement qui sont en train d'être des conseillers au gouvernement, qui sont venus avec cette idée initialement de vouloir aller dans cette direction et qui continuent à l'avoir. On va aborder un dernier thème qui sont les élections législatives. En principe, elles doivent se tenir en mai. Le ministre de l'Intérieur a dit que ça va se tenir en mai. On est un peu perdu dans les projets de loi qui partent, qui reviennent du gouvernement au Parlement, etc. Des projets et des propositions de loi, voilà. il y a les deux. Il y a plus de 16 lois qui sont présentées au Parlement. On est un peu perdu. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde se retrouve, je crois que non. Mais est-ce que selon vous, ces élections vont avoir lieu en mai ? Le danger est là. Le danger repose sur le fait qu'il y ait 16 lois. Le danger repose qu'il n'y ait pas une entente et qu'on sait qu'il y a quelque part un campement dans deux camps assez opposés et qu'avec cette quantité de lois, ça va être très difficile. D'ailleurs, le projet de loi doit être envoyé à 2 commissions différentes, si j'ai bien compris. Et puis après, pour passer à la commission mixte du Parlement, ça prendra beaucoup de temps. Et puis commencer par laquelle, avec 16 propositions de loi, ça va être très compliqué. La résolution, à mon avis, le danger, c'est que dans cette confrontation, qu'il y a un problème, qu'on n'aboutisse pas à une solution et que la solution serait plutôt dans un compromis. Après, le compromis ne doit pas être aux dépens des Libanais de l'étranger. Ils ne doivent pas être à leurs dépens. Il faut qu'ils aient le droit de voter, que ce soit à l'intérieur ou à l'étranger, mais qu'ils aient le droit de voter. Ça ne doit pas être à leurs dépens, mais par contre, il faut faire très attention à arriver à un compromis le plus tôt possible pour ne pas qu'il y ait un report des élections le plus tôt. Notre position en tant que bloc est claire. Nous, on est pour le vote des étrangers à l'étranger. On reste toujours sur cette position. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que le plus important, ce qui prime, serait de ne pas reporter les élections. C'est là la ligne rouge sur laquelle nous, on n'accepterait pas de négocier. Il ne faut pas reporter les élections. Après, un petit report technique. Voilà, c'est ce qu'on dit. On parle d'un petit report jusqu'au milieu de l'été qui permettrait... Ce n'est pas un report un technique. Décalage. Tout report technique ou tout décalage, pas report ou ajournement des élections, qui est dans l'intérêt des Libanais qui sont à l'étranger, on ne s'y opposera pas. On n'est pas contre l'idée. Au contraire, c'est dans leur intérêt qu'on accepterait. Sinon,
aucun report d'élection ne doit être accepté. Je dis par rapport à nous en tant que bloc parlementaire ou par rapport à n'importe quel représentant ou quel parlementaire devrait s'opposer à n'importe quel report. La démocratie repose sur les élections et que ces élections doivent arriver tous les 4 ans. Il y a beaucoup de gens que ça arrangerait de reporter beaucoup les élections. Hein. C'est leur problème et qu'ils disent ça à, disent ça à leurs électeurs. Pour nous, la plus grande, comme je disais, je suis un grand défenseur de l'économie libérale, on est encore plus grand défenseur de la démocratie. On est dans un régime parlementaire. Il faut renouveler ce Parlement tous les 4 ans, chaque 4 ans. Et chaque 4 ans, il ne faut pas reporter les élections. Sinon, ce serait une entrave, une entorse à la démocratie libanaise. Et ce serait une république bananière. On n'a vraiment pas besoin de ça. Et on a déjà énormément de problèmes au Liban, lesquels on est en train de faire face. On en a parlé de quelques-uns, surtout de la résolution de la récupération de la souveraineté et le monopole des armes, etc., qui est quand même un dossier difficile et négociation avec Israël. Donc, par ailleurs, il ne faudrait pas non plus aller dans une spirale encore plus dangereuse et reporter les élections. Oui, parce que si on reporte les élections, on bloque la remise des armes. Avec une confirmation, parce que les élections, finalement, c'est une confirmation. Une confirmation, pas nécessairement pour la même personne, ça peut être pour d'autres personnes, mais c'est pour dire que le peuple a donné sa voix à ses 128 députés. Oui. Donc, pas dire qu'ils ne représentent plus parce qu'ils ont changé. On vient de la donner, c'est un Parlement qui arrive beaucoup plus fort. Merci beaucoup, Ragil Saad, d'avoir été notre invité dans Ici l'entretien. Restez sur Ici Beyrouth, l'information en continu sur l'ensemble de nos plateformes, les réseaux sociaux, nos sites et nos applications.